Bonjour, bienvenue à cette première démo Lighthouse. Je suis Guillaume Bedard et voici le fruit de notre première semaine de travail. Nous avons abordé plusieurs objectifs dans ce sprint qui sont orientés clients et surtout techniques. Donc voilà, la première chose, le site internet. C'est un WordPress, il est disponible à l'URL qui est indiquée là. On a fait plusieurs choses, c'est encore une première ébauche. Mais il y a déjà eu un travail qui a été fait dans la dimension du SEO, en l'occurrence robot.txt, quelques extensions, les redirections, le backup, le tout venant, les choses normales. Il reste bien du travail, nous nous en occuperons dans les prochaines itérations, bien entendu. Euh, la deuxième chose, c'est que nous avons travaillé sur une API publique qui est dispo à cette URL. Pardon. Elle est basée sur une démo présentée par Miguel Greenberg à la PyCon de 2014 et 2015. Je vous recommande vraiment la vision de ces vidéos, elles sont extraordinaires. C'est une très chouette base de travail pour moi. Donc, ça s'appuie sur du Python et le framework Flask. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer très rapidement de quoi il en retourne. Zoup. Donc, euh, comme je vous l'indiquais, c'est tout à fait disponible. Voilà. Euh, sur Internet, on a une petite URL qui va bien. Par contre, comme vous le verrez, il faut être logué pour accéder à cette application. Donc, Miguel Ringberg fait une très chouette explication de tout ça. L'API doit être explorable, découvrable en dehors de toute documentation. Euh, je vous invite à jeter un coup d'œil aux URL location là. Malheureusement, on a un petit bug qui fait que cette API n'est pas le nom de domaine euh, adéquat, mais on va faire avec. Vous avez ce système qui permet la découverte des URL du système. Donc, si je vais là-bas en demandant Options, on m'indique que je peux faire du post et du truc comme ça. Elle-même, donc, je vais me loguer et forcément ça plante, mais c'est toujours comme ça un peu. J'ai un token d'authentification grâce à cette authentification là au-dessus, ce qui me permettra à partir de maintenant de ne plus avoir à trimballer un mot de passe en clair. Donc si je retourne sur notre URL, pardon, notre URL cible avec ce token, désormais, eh ben, je peux accéder au contenu de l'API qui est autodescriptif, donc on voit bien que on trouve plusieurs endpoints. Donc il y a ceux de Miguel Greenberg et celui qu'on a ajouté pour l'occasion. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un élément, bon, même si c'est pas super explicite. J'ai lancé une requête post à l'URL où se cachent les dashboards avec des données. Ce qui fait que maintenant, si je vais sur l'URL des dashboards, en get, j'obtiens les résultats. Je peux utiliser de la pagination, c'est très classique, mais encore une fois, comme je vous l'indiquais, le système est autodescriptif et on voit qu'on a les URL pour les pages précédentes, pages suivantes, ce qui est super pratique pour les clients qui n'auront pas à recomputer les URL. On a également une fonctionnalité qui permet que les listings reprennent le contenu des entités directement. On pourrait également, si on fait ceci, j'ai encore tout cassé. Je vois normal, comme je vous le disais,
c'est pas le bon domaine. Voilà. Donc on accède à notre contenu. Tout ça avec un système REST tout à fait classique. C'est plutôt sympathique. Hop. On a travaillé sur l'hébergement, on utilise donc l'hébergement OVH qui est pas cher et avec une lisibilité sur les tarifs qui est bien plus intéressante qu'AWS pour la peine, moins cher et avec pas de mauvaise surprise, qui s'appuie sur OpenStack qui est un framework libre de gestion de cloud. Donc là encore, on va faire un petit peu de démo. J'ai un client qui s'appelle Nova qui permet d'accéder au contenu de mes machines sur ma prod. Je peux lancer des instances comme ceci. Donc, elle est en train d'être lancée. Ça va prendre un certain temps et en attendant, je vais pouvoir vous montrer que je peux lister un certain nombre de types d'instances qui ont des tailles différentes, des facultés différentes, des prix très différents, mais également des images prêtes à l'emploi. Donc, on pourrait très bien stocker un système d'exploitation prêt à l'emploi pour différentes choses. C'est pas ce qu'on fait chez nous parce qu'en réalité on va s'appuyer sur non pas des images mais sur des instances Docker. Vous verrez ça dans un second temps. Donc est-ce que notre instance est prête? On peut voir qu'elle a son IP qui est attribué. A priori elle est active. On sait depuis quand elle est en route. Allons-y. J'utilise toujours Nova pour me connecter, donc avec un certain nombre de keywords. La machine n'est pas prête, donc il va falloir encore attendre un peu. Ce qui me permet de vous parler d'un élément de moins bien actuellement chez OVH, c'est-à-dire que la plateforme OpenStack est incomplète et on ne supporte pas les réseaux privés virtualisés. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne à l'heure actuelle qu'avec des IP publics. C'est un peu gênant, mais ça ne saurait tarder à être résolu de la part d'OVH. Donc cette fois-ci, la machine refuse la connexion. Ça veut dire qu'elle est en train de booter. Voilà, donc je peux me connecter. Je suis sur la machine. C'est un Unix, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, je peux tout à fait supprimer mon instance, toujours avec Nova, qui est un framework Python, donc pas de problème, extensible et scriptable pour la peine. Désormais, la machine a été éteinte, supprimée, elle n'existe plus. Et Nova m'indique cela. Donc, comme je vous l'indiquais, c'est super. On a un système de quotas qui, pour une startup, est super sympa parce que si je me gourre, on ne paiera pas plus que de raison. On a une super bonne alternative à AWS, mais il manque encore des éléments. Je vous ai parlé, entre autres, des réseaux privés. On a travaillé sur le monitoring, c'est un élément important de la gestion de la production, donc on a un Grafana qui tourne. Grafana que vous devez connaître, si vous ne connaissez pas, il est grand temps de vous en inquiéter. C'est un outil de monitoring qui permet de visualiser des points stockés dans une base de données, de zoomer et d'accéder à moult informations, aussi bien sur mes instances Docker que sur mes systèmes d'exploitation. C'est très très chouette, etc. Par contre, maintenant, comment on alimente ceci? Puisque c'est là qu'est le vrai intérêt. Eh bien, on utilise des instances Docker. Bah, on va reprendre ça comme cela. C'est tout un pipe basé sur Grafana qui s'alimente dans InfluxDB qui est alimenté par Telegraph qui tourne dans un Docker. On va aller remonter la piste dans son ensemble. Donc je vais commencer par me rendre sur ma machine physique.
toujours avec Nova. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce que fait notre instance Télégraphe. Et là, on voit qu'on a du log. On voit qu'on envoie de la métrique, on voit qu'on a des erreurs par ailleurs, mais n'empêche que toutes les 10 secondes, on envoie des points dans notre base de données. À quoi elle ressemble cette base de données? Eh bien, c'est de l'influx, c'est une base de données basée time series qui emploie un langage très proche de MySQL, enfin du SQL en général, mais avec des fonctionnalités très intéressantes. Donc je vais dans ma base de données et je peux voir les mesures. Donc ça, c'est ce qui arrive de la part de Télégraphe. Maintenant, je peux interroger tout ça donc avec une petite requête SQL, je vous la montre. Je sélectionne l'usage moyen du CPU pour le type user sur les 3 dernières heures, groupé par host et avec un range de 10 minutes à chaque fois. Donc on voit que j'ai ma machine front, j'ai ma machine load balancer et ma machine stat qui ont des points. C'est ce qu'emploie plus tard Grafana pour afficher les données. Comment j'ai configuré mon télégraphe? Tout simplement à l'aide d'un fichier de configuration, somme toute assez simple, où j'ai tagué ma machine, son type d'OS, son type de flavor, etc. Tout ça sont des... comment appelle-t-on ça? Des dimensions qui me permettront de grouper. Donc je peux très bien aller chercher toutes les machines qui tournent sur une Debian Jessie. On a un output, mais par contre on a des logiciels, des sondes d'input qui sont le CPU, le disque, etc. Docker. On pourrait également avoir les sondes pour Nginx, pour Varnish, pour Apache et plein d'autres logiciels que j'ai pas le temps de vous citer. C'est super bien, super réduit, simple à déployer, c'est extraordinaire. Voilà. Pour ce qui s'agit du déploiement, on a, comme vous le savez, je suis partie prenante d'utiliser du déploiement continu. J'aimerais beaucoup avoir un Jenkins, mais pour l'instant, je suis le seul développeur. J'ai pas vraiment besoin de m'enquiquiner avec toute cette infrastructure un peu compliquée, lourdingue à déployer. Donc, partant de ce principe-là, j'aimerais bien déployer automatiquement mes machines de production euh, de manière automatique parce que je ne veux pas faire des opérations manuelles qui pourraient causer des problèmes, des bugs. Et surtout en cas de calamité, comment vais-je faire pour remonter une instance rapidement sans avoir à tout réinventer à chaque fois? C'est le rôle d'Ansible qui est ici à droite, qui est un autre logiciel de gestion de plateforme, un peu comme les Capistrano, comme les Chefs ou les Puppets, sauf que c'est vachement bien et je vais vous expliquer pourquoi. L'autre chose dans tout ça par rapport au déploiement, c'est que, encore une fois, j'ai peu de machines en production. Pour l'instant, elles ne font pas grand-chose. Euh, j'ai pas envie de m'enquiquiner à les configurer et j'aimerais avoir un rapport identique entre mon développement et ma prod. C'est pour ça qu'on utilise Docker, qui est un logiciel qui permet de créer des pseudo-machines virtuelles sur un système Unix. Donc de déployer des machines virtuelles qui n'ont qu'un seul objet. Chez nous, on a déjà un Nginx qui fait office de load balancer, 2 instances de MariaDB, une instance de Apache qui fait tourner un WordPress et une instance de machine Python qui exécute notre API, comme on a pu le voir précédemment. C'est très pratique. Donc, pourquoi Ansible? Ansible, c'est ni plus ni moins qu'un gros wrapper sur SSH qui se configure à l'aide de fichiers YAML. Donc
donc ce qui est beaucoup mieux que dans le cas de Python, enfin pardon, pas de Python, mais de Chef, avec son DSL horrible et pas lisible. Là, vous avez un exemple de configuration qui emploie des modules, en l'occurrence démarrer, c'est la gestion des volumes OpenStack, et le démarrage, le montage d'un point de montage système. C'est lisible, c'est pas du code, c'est une déclaration d'intention et tout passe par du SSH. Si j'ai besoin d'étendre parce que je n'ai pas accès à certains modules, je peux toujours écrire mes propres extensions, mes propres modules en Python, euh, qui est là encore bien meilleur que le Ruby de Chef. Et voilà, donc on a un système basé sur OpenStack qui nous permet d'explorer les machines à disposition. Donc on va aller faire un petit essai, vite fait, bien fait. Donc je suis dans mon projet Ansible, je vais demander à lister toutes les machines de mon système. C'est un peu long parce que là on fait un appel qui ne bénéficie pas d'un cache. J'ai 3 machines, les voilà. Mais je peux aussi les chercher par rôle ou par tag. Donc, au même titre que des tags AWS EC2, chez Amazon, on a la même chose sur OpenStack où on peut mettre des méta euh, qui permettent de faire des recherches. En l'occurrence, là, je cherche toutes mes machines qui ont le rôle load balancer. J'en ai une et voici son identité. Je peux également donc faire tourner Ansible à l'aide de mon outil. Et en parallèle de ça, je vais vous montrer ma structure de répertoire. Ansible s'appuie sur des fichiers qui définissent les cookbooks. En l'occurrence, ce ne sont pas des cookbooks, excusez-moi, mais des playbooks, qui eux-mêmes s'appuient sur des rôles. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil sur mon rôle load balancer qui est en train de tourner à gauche. Voilà, donc le rôle load balancer s'exécute sur toutes les machines qui ont le rôle load balancer. En tant qu'admin, puis avec le bénéfice d'un sudo, on exécute le rôle common, le rôle docker et le rôle load balancer. Il vient de s'exécuter, c'est merveilleux. Hop. Bon, on a également Docker. Bon, pour vous faire très court, Docker, c'est super bien dans mon cas parce que je fais du cloud certes, mais j'ai pas de quoi remplir toutes mes machines complètement. Donc j'ai des instances Docker dans des containers Docker dans des instances OpenStack pas chères. Plus tard, à mesure que l'activité grandit, je pourrais prendre des machines plus grosses et déplacer mes containers sans avoir à répliquer toute une configuration parfois complexe pour faire tourner mes démons. Euh, Par ailleurs, Docker permet de grandement simplifier, hein, encore une fois, mon déploiement parce que je suis le seul développeur, j'ai pas de CI, je veux générer des binaires que je vais envoyer chez docker.io. Ils y dorment tranquillement dans une repository privée et au moment de vouloir les déployer, je lance via Ansible l'élément que vous voyez ici pour déclencher ma livraison de mon Docker à jour, de mon container, mon image Docker à jour. Donc, euh, pour paraphraser un peu ce que vous voyez, j'ai euh, une opération qui s'appelle Telegraph, qui s'appuie sur le module Docker, qui démarre une instance nommée Telegraph basée sur cette image. Il s'assure qu'elle est systématiquement rechargée. Je définis des variables d'environnement et je monte des volumes. Je m'assure aussi qu'en cas de crash, elle redémarre. C'est très bien comme ça. Et voilà. Donc, pour ce qui s'agit de la conclusion, c'était un premier sprint de 10 jours où j'ai pu prouver beaucoup de choses, découvrir des technologies extraordinaires qui me donnent
très envie de continuer. On va dans les semaines qui viennent ajouter plus de fonctionnalités, plus orienté code. Je pourrais vous parler un peu plus de notre API à ce moment-là. Je vais vous remercier pour votre attention et je vous dis à très bientôt.